Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire conférence consacré à l'analyse de l'interaction rail-structure avec le logiciel Midas Civil. Le but de ce webinaire est de vous montrer les performances et les capacités ainsi que les outils qui sont implantés sur le logiciel Midas Civil pour traiter, analyser et étudier le phénomène interaction rail-structure sur les ponts ferroviaires en général et sur les viaducs en particulier. Ma présentation, elle va être consacrée pour la partie 1, qui est la partie réservée pour l'initiation, plutôt rappel aussi, de l'aspect théorique de l'interaction rail-structure. Cette partie, elle est indispensable pour pouvoir comprendre et appréhender le vrai comportement de chaque partie, que ce soit la voie, l'ouvrage et l'interaction entre les deux quand on fait ce genre d'études et ce genre d'analyse. Donc, cette présentation, elle est articulée sur 4 parties. On va tout d'abord aborder des généralités sur la notion des longs rails soudés, c'est ce qu'on appelle les LRS. Ensuite, on va parler de la voie ferrée et ses différentes composantes, avec la fonction de chaque composante de la voie ferrée. Et on va parler aussi des types de voies qu'on peut rencontrer quand on fait les études d'interaction rail-structure. La troisième partie, elle est consacrée pour les longs rails soudés, leur impact sur le comportement de la voie elle-même et leur impact sur le comportement de l'ouvrage et l'interaction qui se fait entre la voie et l'ouvrage d'art à cause de la présence de ces longs rails soudés sur l'ouvrage. La quatrième partie, elle va être consacrée pour la définition des charges matériels roulants, des charges de dilatation thermique, des charges de fluidage et de retrait, et d'autres charges qui sont nécessaires à considérer dans les études d'IRS. Et on va voir aussi quels sont les critères qu'on doit analyser, quels sont les paramètres qu'on doit vérifier pour assurer la stabilité et la sécurité de la voie, de l'ouvrage aussi, selon les standards et les règlements ferroviaires en vigueur. Alors la question qui se pose, pourquoi doit-on passer par ce rappel ou cette initiation aux aspects théoriques de l'IRS? En fait, nous les ingénieurs ouvrages d'art ou ingénieurs structure, on est amené à faire ce genre d'analyse et ce genre d'études d'interaction rail-structure qui nécessite une maîtrise d'abord du calcul de structure, mais aussi qui nécessite la connaissance, un minimum de bagages sur ce qui est une voie ferrée, ce qui est un tracé ferroviaire. Donc, notre ouvrage, il supporte la voie ferrée. La voie ferrée, elle est composée de plusieurs éléments. Chaque élément, il a son rôle, il a sa fonction, il a ses paramètres physiques, mécaniques et géométriques. Donc, on doit comprendre la fonction de chaque élément et le rôle de chaque élément avant d'aller vers ces analyses et ces études. Donc, une présentation détaillée qui va être faite dans cette présentation sur les critères aussi qu'on doit vérifier, qu'on doit analyser selon le standard de base pour ce genre d'études qui est l'UIC 774-3 et qui est implanté sur le Midas Civil. Alors, concernant le programme de la présentation, comme j'ai dit, donc on va commencer par les généralités. Après, on va parler de la voie et ses composantes, donc le rail, les traverses, les attaches, le ballast et un autre type de voie qui est la voie sur dalle. On va parler aussi dans la troisième partie de la technologie des longs rails soudés et leurs avantages. Et après, on va parler de l'analyse de l'impact des longs rails soudés sur le comportement de la voie et de l'ouvrage
et l'interaction entre les deux. On va parler par la suite des paramètres mécaniques et géométriques considérés dans l'analyse de l'IRS. On va parler aussi du standard UIC, le standard de base, qui est implanté, comme j'ai dit, dans le MIDA civil. On va parler des charges à considérer selon ce standard. Après, on va parler aussi des combinaisons des charges et les conditions d'application de l'UIC 774.3. Et à la fin, on termine avec les critères de vérification. Alors, concernant l'IRS, alors, il faut qu'on parle un peu de l'historique ou l'évolution que le rail ou la technologie de rail a subi dans le domaine ferroviaire. Donc, dans le passé, les voies ferrées, elles étaient composées de plusieurs barres, c'est-à-dire un long rail. Il est composé de plusieurs sections, de plusieurs barres qui sont assemblées par ce qu'on appelle les éclisses. Donc, on ramène deux barres et on les rassemble avec deux éclisses, en laissant un jeu entre les deux barres pour permettre le mouvement du rail sous dilatation thermique ou sous raccourcissement et même sous freinage. Donc, cette manière de réaliser les rails a posé beaucoup de problèmes. Alors, parmi les problèmes, c'est que la roue du matériel roulant, quand elle arrive dans cette zone d'assemblage, elle matraque les champignons des rails et donc elle endommage le rail et la roue elle-même, elle s'endommage avec ce genre de phénomène. Donc, ceci a causé beaucoup de problèmes d'endommagement, donc d'entretien et de maintenance à coût très élevé. Elle a causé aussi, ou elle a nécessité la limitation de vitesse, donc l'exploitation de ce genre de ligne ne doit pas dépasser des vitesses bien définies. Il y a aussi un autre phénomène, c'est le phénomène de l'inconfort des voyageurs que subissent quand ils passent dans ce genre de zone. Donc tout ça, c'est des inconvénients, limitation de l'exploitation, risque de déraillement parce que les rails sont dommages, avec la roue aussi. Donc on a évolué vers ce qu'on appelle les longs rails soudés. Alors les longs rails soudés, c'est quoi? Donc au lieu d'assembler ce genre de barres avec des éclisses, on soude les barres entre elles et donc on peut former ce qu'on appelle les longs rails soudés. Donc on peut souder des rails sur des dizaines de kilomètres sans joint de dilatation, donc sans laisser de vide ou de gap entre les barres. Alors théoriquement, ces longueurs de rails, ces LRS, ils n'ont pas de limite sur le plan théorique. Donc on peut avoir des kilomètres et des kilomètres de longs rails soudés sans aucun problème. La seule chose, c'est que ce genre de rails soudés, on les réalise avec des conditions de température, avec une main-d'œuvre qui est très qualifiée. Donc pour la température de réalisation, généralement, la pose de bois se réalise à une température qui s'appelle la température de référence, qui est de 25 degrés Celsius en France. Ces soudures aujourd'hui, ils permettent d'avoir une compatibilité géométrique dans les zones de soudure, c'est-à-dire que les soudures sont tellement parfaites que la continuité ne présente aucun problème, aucune incompatibilité, pardon. Et donc, de ce fait, ce genre de ligne avec LRS nous permettent d'augmenter les vitesses d'exploitation, comme par exemple pour les lignes LGV, jusqu'à 330 ou 350 km à l'heure comme vitesse d'exploitation, pas vitesse de test, parce que les vitesses de test sont beaucoup plus élevées que ça. Et donc, les longs rails soudés, ils nous permettent aujourd'hui de réduire le coût de la maintenance au niveau des rails, de la voie, et même au niveau des roues, du matériel roulant. Alors, maintenant, on va voir les composantes de la voie ferrée. Donc, une voie ferrée, elle est composée de plusieurs éléments. D'abord, il y a le rail qui supporte les charges des trains, donc c'est le point de contact avec les roues.
On a aussi des attaches, donc les rails nécessitent qu'elles soient attachées, donc fixes. Donc on les attache sur les traverses avec les attaches, hein, comme on le voit sur la figure. Et il y a aussi la plateforme qui est formée de ballast ou dalles sur béton. Donc, si on a une voie ballastée, donc l'ensemble rail plus traverse se pose sur le ballast. Et si on a une voie sur dalle, donc les rails sont carrément attachés sur la dalle béton. Donc, les fonctions, quelles sont les fonctions de la voie? Donc, une voie ferrée, elle consiste à supporter les charges du matériel roulant, que ce soit les charges verticales ou les charges longitudinales horizontales de freinage et d'accélération, et même aussi les charges transversales qui sont provoquées par les forces centrifuges ou les forces de lacet. Elle permet aussi cette voie de repartir les charges du matériel roulant sur le sol ou sur le tablier, et donc elles les transmettent sous forme de charges uniformes. Elle permet aussi surtout à laisser le train, les roues du train, avec le même écartement, donc elle fixe les roues du matériel roulant sur la voie. Alors, le premier élément qui est le rail, donc comme on a dit, donc le rail il est composé d'une tête qui s'appelle le champignon, et c'est cette tête qui supporte les charges verticales et les charges de freinage et de retrait, d'accélération. Il y a aussi l'âme du rail, et il y a aussi la partie basse, la partie de fixation, la patine, donc qui sert à fixer le rail sur les traverses. Alors, il existe plusieurs profils de rails. Donc, dans la pratique, on a les UIC 54, les UIC 50, on a les UIC 60. Bon, généralement, pour les lignes TGV, le profil de rail qui est utilisé, c'est l'UIC 60. Quel que soit le profil qu'on utilise, quand on fait l'analyse de l'IRS, le module d'élasticité, il est le même pour tous les profils du rail. Il est de 210 000 méganewtons par mètre carré. Et le coefficient de dilatation thermique, il est aussi le même. Il est de 1,2 E 10 puissance moins 5 degrés Celsius. Donc, par contre, les caractéristiques géométriques de la section de rail qu'on utilise, on peut la trouver dans les fiches techniques du profil. Les traverses. Alors, les traverses elles-mêmes, elles ont subi une évolution importante le long de l'histoire. Donc, au début, on commençait avec les traverses en bois. Donc, vous voyez sur la photo la traverse bois qui est au milieu. Après, on est passé aux traverses métalliques. Donc, ce que vous voyez, les deux traverses à gauche métalliques. Et bon, le problème de ce genre de traverse, c'est que ne permettent pas une augmentation de vitesse importante. Donc, elles n'assurent pas une bonne stabilité de la voie. Donc maintenant, on s'oriente plutôt vers les traverses en béton armé bibloc ou les traverses en béton précontraint monobloc. Donc c'est des traverses monobloc béton précontraint qui sont lourdes et qui assurent une stabilité suffisante et importante pour la voie pour les grandes vitesses. Alors, le rôle de la traverse, donc la traverse sert à la fixation des rails sur la plateforme. Le maintien aussi de l'écartement des deux rails pour assurer un certain écartement. Par exemple, l'écartement standard il est de 1435 mm. Donc, la fixation sur les traverses assure le respect de cet écartement. Donc, elles permettent aussi la transmission des charges axiales des essieux au ballast. Et garantir une plateforme, comme j'ai dit, rigide et qui sécurise l'exploitation, notamment sur les lignes à grande vitesse, avec des traverses monoblocs en béton précontraint. Alors, concernant la densité ou le travelage des traverses, généralement, on a, pour chaque kilomètre, on a 1666 traverses. Ça veut dire que l'appui du rail sur deux traverses, la distance entre les deux appuis, elle est d'environ 60 cm. Donc, c'est une distance, c'est une travée
suffisante pour assurer au rail d'avoir un comportement vis-à-vis de la flexion stable. Les attaches aussi, c'est de la même manière quand on utilisait les traverses en bois, donc on utilisait les fixations, les attaches avec des tire-fonds. Maintenant, on passe à des attaches, ce qu'on appelle les attaches élastiques, genre l'attache Nabla qui est au milieu ou l'attache Vosso qui sont très utilisées pour les vitesses élevées. La fonction de l'attache, elle assure le blocage longitudinal et transversal des rails sur les traverses. Elles maintiennent aussi l'écartement standard de la voie et transmettent les efforts verticaux et horizontaux aux traverses. Et surtout, maintenant avec les attaches élastiques, elles permettent aussi d'amortir les vibrations des rails avant qu'ils arrivent à la traverse et à la plateforme. Alors concernant le ballast, bon le ballast c'est une couche de cailloux très dure. Donc l'origine de ces cailloux c'est du gneiss, du porphyre ou du basalte avec une granulométrie de 25-50. Donc quel est le rôle du ballast? La couche du ballast, elle sert à la stabilité de la voie, la redistribution uniforme des charges axiales des trains sur le sol, que ce soit sur le sol ou sur le tablier quand on arrive au pont ou au viaduc. Le ballast aussi, il sert à amortir les vibrations transmises par les rails et les traverses. Donc le frottement entre les différents cailloux permet de dissiper l'énergie, donc d'amortir les vibrations. Le ballast, il sert aussi au drainage et l'évacuation rapide des eaux pluviales. Alors, les épaisseurs de ballast varient selon le type de ligne et le type du matériel roulant et les vitesses. Donc, généralement, ça passe entre 15 et 25 cm. Par contre, pour les lignes LGV, les épaisseurs de ballast ne doivent pas être inférieures à 30 cm. Alors, on a vu la voie ballastée. Maintenant, il y a aussi un autre type de voie. C'est la voie sur dalle. Donc, la voie sur dalle, elle est généralement utilisée dans les tunnels ou dans les zones urbaines pour éviter les problèmes de pollution, de poussière avec le ballast, surtout en phase de maintenance. Donc, les dalles les voies sur dalle, c'est des rails qu'on fixe directement sur la dalle béton, sur le tablier. Donc, ce genre de voies, généralement, leur coût de réalisation est élevé par rapport à la voie ballastée. Par contre, pendant l'exploitation, leur coût de maintenance et d'entretien, il est beaucoup plus faible. Donc, il y a une compensation entre le prix de réalisation et le prix de maintenance et d'entretien. Alors, concernant la technologie des LRS, ses avantages, comme on a dit, donc le premier avantage, c'est que ça nous permet d'augmenter les vitesses, par exemple pour les LGV 330 à 350 km/h en exploitation. Un confort voyageur qui est certain, une sécurité vis-à-vis du déraillement, des risques de déraillement, avec le moindre coût de maintenance de la voie et du matériel roulant. Donc, l'analyse de l'impact des longs rails soudés sur le comportement de la voie et de l'ouvrage, ce qu'on appelle l'IRS. Donc, le comportement mécanique d'un long rail soudé sur un viaduc et son interaction avec sa structure engendre des forces qui risquent d'endommager la voie et les éléments de l'ouvrage. C'est-à-dire que la différence de comportement entre le long rail soudé et l'ouvrage peut engendrer des efforts dans les éléments de l'ouvrage, notamment au niveau des appuis, au niveau des piles, et ça peut aussi créer des dommages. Donc, on est obligé de faire cette analyse pour être sûr que ces efforts ne dépassent pas les efforts auxquels les éléments sont dimensionnés. Donc, il est donc nécessaire de faire cette analyse, mais il faut faire attention quand on parle de la sécurité des piles et des appareils d'appui, il faut aussi s'assurer que la voie reste aussi intègre. Il ne faut pas qu'il y ait des flambements de rails ou des ruptures de rails sous l'effet de cette interaction rail-structure. Alors, donc, comment on modélise ou comment on aborde un ouvrage avec sa voie?
Bon, généralement, quand on fait les études d'analyse d'interaction rail-structure, donc on représente les rails par des éléments filaires, comme vous voyez sur le modèle. Donc le modèle, enfin l'élément numéro un, donc c'est un élément filaire continu. Si le rail est coupé sur le viaduc par un AD c'est un appareil de dilatation de la voie, dans ce cas, l'élément filaire se coupe. Donc, il y a une discontinuité qu'on va créer à ce niveau-là. Euh, la partie ballast, traverse et attache, donc l'ensemble de ces trois composantes, qui est représentée par le numéro 5, sont représentées par un ressort. Donc, c'est un ressort qui est élastoplastique. On va voir après dans la modélisation, dans le calcul. Donc, les trois composantes sont représentées par un ressort. Donc, c'est le numéro 5. Après, bon, le tablier, il peut être représenté par des éléments filaires, comme il peut être représenté par ces éléments, enfin par d'autres types d'éléments finis. Les appareils d'appui, s'il s'agit d'appareils d'appui néoprène, ils peuvent être modélisés aussi par des éléments ressorts. Et les piles, les fondations, les pieux, le sol peuvent être représentés soit par des éléments finis, soit aussi par des ressorts. Donc voilà globalement comment on modélise un ouvrage quand on fait une étude d'interaction rail-structure. Donc le plus important, c'est la partie voie qui est toujours élément filaire et les éléments ressorts qui représentent la voie. Donc quand on parle des standards, donc le standard UIC 774.3, il est le standard de base pour nos études. D'ailleurs, il est implémenté dans le MIDAS civil, c'est-à-dire que le calcul d'interaction à la structure qu'on a sur le MIDAS civil, il est basé sur cette référence, donc sur l'UIC 774.3. Donc, il faut faire attention cette référence. Bon, d'abord, elle nous propose deux méthodes. Donc, il y a une méthode simplifiée qui est basée sur des formules et des courbes pour calculer des ouvrages typiques, simples et courants. Par contre, cette référence, elle nous permet aussi d'utiliser la méthode des éléments finis si on a une structure complexe. Donc, on peut utiliser les deux méthodes. Donc, cette référence aussi, elle nous définit les paramètres mécaniques géométriques à considérer, ainsi que les charges, et les critères d'analyse à vérifier en termes de déplacement et des contraintes, et des efforts aussi. Donc, concernant les charges, alors les charges à considérer selon l'IUC 774.3, d'abord on a la variation thermique, que ce soit la dilatation ou le raccourcissement. Donc, on a le tablier, on a le rail. Donc, on peut considérer une température uniforme pour le rail, ce qui est appelé delta TR, et la température uniforme pour le tablier delta T. On peut aussi considérer le gradient thermique, sachant que le gradient thermique pour l'interaction rail-structure, il n'est pas très significatif. Concernant les charges, alors donc il y a les charges du matériel roulant, il y a les charges verticales, et il y a les charges horizontales de freinage et d'accélération. Donc selon l'IUC 774.3, on a pour les charges verticales et pour le freinage deux modèles qui sont utilisés aussi dans les Eurocode et dans d'autres standards. Donc il y a le LM71 et le LM-SW. Donc, pour le freinage, la même chose, tout dépend ce qu'on utilise, le LM71 ou le SW. Donc, on a les forces de freinage et d'accélération qui sont présentées sur le slide en fonction de la longueur de la charge appliquée. Donc, on peut déterminer ces forces d'accélération et de freinage et les utiliser dans le modèle. Donc, le slide, il présente plutôt le LM71 et le LM-SW, donc les deux types de charges qui sont recommandées par les IUC. Concernant les combinaisons des charges, alors comme on a la dilatation thermique, le freinage et les charges verticales,
Donc, si on s'intéresse dans une étude d'interaction rail-structure au calcul des réactions sur, par exemple, les têtes de pile ou au niveau des appuis, il s'agit des forces en ELU, en état limite ultime. Dans ce cas-là, les facteurs de combinaison qu'on utilise, c'est les mêmes facteurs qu'on utilise pour le calcul de l'ouvrage en dehors de l'interaction rail-structure, c'est-à-dire les facteurs qu'on utilise pour le dimensionnement du tablier, des piles et ainsi de suite. Si on s'intéresse au comportement du rail, c'est-à-dire les contraintes dans le rail, les contraintes, on les calcule en ELU. Donc, les facteurs de combinaison, ils sont tous égaux à 1. Pourquoi? Parce que on calcule les contraintes dans les rails, que ce soit de compression ou de traction, pour le comportement du rail. On ne s'intéresse pas à l'ouvrage, on s'intéresse au comportement du rail. Pour les déplacements, la même chose, donc les déplacements c'est en ELS, donc tous les facteurs de combinaison égale à 1. Alors, quelles sont les conditions d'application de l'UIC? Alors, il faut faire attention, ces conditions d'application ne sont pas strictes parce que l'UIC ne nous interdit pas d'utiliser ces principes sur des projets ou sur des ouvrages qui sortent de ces limites. Bon, les conditions d'application, par exemple, pour le cas de formules et de courbes, on doit impérativement avoir une voie ballastée. Donc, c'est proposé pour les voies ballastées, pour un profil de rail du IC60, pour les caractéristiques géométriques de la voie dont le rayon ne doit pas être inférieur, à 1500 mètres. Donc, si vous avez un viaduc avec des rayons, le tracé présente un rayon sur le viaduc qui est moins de 1500 mètres, vous ne pouvez pas utiliser ce qui est proposé comme méthode simplifiée. La limite de rupture du rail, 900 mégapascales. La variation de température uniforme du tablier ne doit pas dépasser plus ou moins 35 degrés. Pour le rail, cette variation ne doit pas dépasser plus ou moins 50 degrés. Et la différence de température entre le rail et le tablier, entre les deux milieux, ne doit pas dépasser aussi 20 degrés Celsius. Alors, concernant les critères de vérification, donc il y a deux types de critères. Donc, il y a les critères qui sont propres à la voie, et il y a les critères qui sont propres à l'ouvrage. Donc, si on s'intéresse à la voie, à l'intégrité de la voie, donc on doit calculer la contrainte de compression et de traction dans le rail sous l'effet de la variation de température et les charges du matériel roulant vertical et horizontal. Donc, en considérant ces charges, la contrainte additionnelle, c'est-à-dire qui est due juste à ce genre de charge, la contrainte de compression dans les rails ne doit pas dépasser 72 mégapascales. Et la contrainte de traction ne doit pas dépasser 92 mégapascales. Donc, si on dépasse 72 mégapascales en compression, on risque d'avoir le flambement des rails. Et si on dépasse 92 mégapascales en traction, on risque d'avoir une rupture du rail. Autre chose, mis à part le rail, on doit aussi calculer, vérifier le déplacement relatif entre le tablier et le rail. Donc, le déplacement relatif entre le tablier et le rail, ce n'est que le déplacement du ressort qui représente, enfin la déformation du ressort qui représente le ballast, les traverses et les attaches. Et donc, cette déformation relative ne doit pas dépasser 4 mm. Donc ici, le schéma, il vous montre les déplacements, donc le déplacement horizontal sous freinage et accélération, ce que vous voyez à droite. La même chose pour les variations thermiques. Et vous avez aussi un autre déplacement horizontal qui est dû aux charges verticales. C'est plutôt un déplacement de la tête du tablier sous l'effet des charges verticales, donc sous l'effet de la flexion. Donc, dans ce cas-là, si on s'intéresse au tablier, on doit vérifier d'abord le déplacement horizontal longitudinal absolu. C'est uniquement sous charge de freinage ou d'accélération. Ce déplacement ne doit pas dépasser 5 mm si le long rail soudé ne présente aucun AD. Il n'y a pas de rupture de rail, c'est-à-dire il n'y a pas d'appareil de dilatation de voie. Si on a un LRS avec un seul AD sur un côté,
le déplacement aussi maximal est de 5 mm. Par contre, si on a deux AD, c'est-à-dire un AD sur chaque côté du tablier, enfin du viaduc, dans ce cas-là, on est plus flexible, donc le déplacement horizontal, il peut atteindre 30 mm. Maintenant, pour les déplacements, donc les déplacements des arêtes, enfin des têtes de tablier, entre deux tabliers consécutifs, sous charge verticale, uniquement charge verticale, le déplacement ne doit pas dépasser 8 mm si on n'a pas d'AD, donc si le LRS ne présente pas d'AD. Déplacement vertical entre les deux tabliers ne sont pas limités. Et si on a un LRS avec un AD, donc le déplacement horizontal relatif ne doit pas aussi dépasser 8 mm. Donc c'est la même valeur. Par contre, si on a deux AD, ce déplacement qui est dû aux charges verticales, il n'a pas de limite. Donc il est illimité, il n'y a aucun problème. Voilà, donc avec ça, je termine ma présentation. Donc on va passer à l'application et après on va ouvrir le débat pour les éventuelles questions. Merci. Au revoir. Bonjour à tous. Je remercie d'abord Monsieur Laga pour son intervention pour la première session. Et voilà, donc après avoir présenté l'aspect théorique de cette analyse de l'interaction à la structure, on va donc entamer la deuxième partie qui concerne l'aspect pratique de cette analyse. Donc en premier lieu, on va voir l'approche élément fini de cette analyse avec Nida Civil. Et puis on va prendre un exemple d'application, un exemple simple d'application pour voir comment l'appliquer sur notre logiciel. D'accord? Et après à la fin, donc on passera à une petite discussion des résultats qu'on vient de trouver. D'accord? Voilà. Donc pour l'approche éléments finis de l'analyse IRS, donc on a un modèle qui est prescrit par l'UIC 774. Donc c'est un modèle assez simple qu'il faut implémenter sur le logiciel élément fini. Donc on peut voir qu'on a évidemment une interaction entre la voie et le tablier par le biais d'un connecteur qui est un ressort. Dans ce cas, c'est un ressort avec des paramètres non linéaires, avec des raideurs non linéaires. Et puis, si on peut voir sur le schéma, donc on a la partie plateforme et donc la partie voie, y compris le ressort de ballast ou bien de béton. Et puis ici, on a la possibilité d'avoir des appareils de joint, donc rail expansion joint. Donc ça, c'est dans certains cas, on a ces appareils de voie. Et bien sûr, dans le cas où l'analyse ne vérifie pas, donc on opte pour des appareils de joint. D'accord. Donc après ici, donc on a le tablier avec le schéma statique. Donc ici, on peut voir qu'on a des appuis doubles, des appuis simples. Et voilà, donc ça c'est selon notre conception. Voilà, donc ça c'était le modèle global prescrit par l'UIC qu'on doit donc implémenter, bien interpréter sous forme d'éléments finis sur les logiciels de calcul. Voilà, donc pour les éléments de modélisation, donc on va commencer par la voie et le tablier. Donc ça c'est un modèle MIDAS. Donc ici on peut voir qu'on a une section de tablier en voussoir et en caisson. Et puis ici on a des voies ou bien des rails UIC. Donc c'est pour les rails et même pour le tablier, donc sont modélisés par des éléments barres. Donc c'est des frame elements et avec une section et bien sûr un centre de gravité et bien sûr le moment d'inertie. Pour les sections d'ouvrage, donc à éléments multiples, pour le cas par exemple des ouvrages à poutres multiples, donc ce qu'on peut faire, donc c'est de définir la section de ce tablier sur le SPC, le Sectional Property Calculator.
c'est-à-dire on définit une seule section pour tout le tablier et on l'injecte ici sur notre logiciel. D'accord. Voilà, donc comme je l'avais mentionné pour la liaison entre les rails et le tablier, donc c'est assuré par des ressorts qui font référence à la voie, c'est-à-dire pour le ballast, bien pour le béton, avec les traverses et les attaches. D'accord. Voilà, donc après on passe pour le comportement de la voie. Alors pour le comportement de la voie, donc c'est représenté par une fonction bilinéaire idéalisée. Donc voici le comportement bilinéaire de la voie. Donc ça c'est pour le cas d'une voie ballastée. Et ça c'est le cas d'une voie non ballastée. Donc le comportement réel, donc c'est cette courbe-là. Mais pour des raisons de calcul, donc on l'a idéalisé ou bien bilinéarisé de ce format. Donc ça c'est pour le cas chargé. Et ça c'est pour le cas non chargé. Idem pour le cas d'une voie non ballastée. Donc ça c'est la résistance, ou bien la raideur qu'on doit affecter à nos ressorts pour simuler l'action du ballast. D'accord. Voilà, donc ici comme conclusion, donc cette liaison entre le rail, bien les rails et le tablier, donc elle est modélisée par la même fonction force déformation sur le gaz d'acide. D'accord. Voilà. Donc, toujours dans le comportement de la voie, donc ici on peut voir comment se fait la modélisation. Donc ici vous pouvez voir, si je fais un petit zoom ici, donc ici on a les rails UC, donc en principe c'est UC60, ça c'est pour les voies. Et voici donc la liaison bilinéaire, donc ici ça peut être une liaison entre les voies et bien sûr le tablier. Donc ici on a imposé un excentrement du centre de gravité du tablier. Donc en principe le centre de gravité il est à ce niveau, mais avec un excentrement, donc on l'a ramené ici au top de la section. Et puis donc on a fait la liaison entre le centre de gravité de la voie avec le centre de gravité pardon du tablier. D'accord. Voilà le schéma final. Voilà, donc toujours avec le comportement de la voie pour une voie ballastée, donc ce sera la fonction qu'on définit, bien que le logiciel va définir pour simuler l'action pour simuler le comportement du ballast. Donc ça c'est pour la voie chargée avec une force bien une limite élastique de 60 kN par mètre. Donc ça c'est une résistance ou bien une raideur et avec un déplacement relatif de 2 mm. D'accord. Donc pour le cas non chargé, bon, je précise qu'on parle toujours d'une voie ballastée. Et pour le cas donc non chargé, donc pour la limite élastique, donc on est à une résistance de 20 kN par mètre. Et pour le déplacement relatif, donc c'est toujours 2 mm. D'accord. Donc le déplacement relatif, donc ce n'est que la différence entre le déplacement de la voie et le déplacement du tablier. D'accord. Voilà. Après, donc, on a le modèle entier. Pour le modèle entier, donc ici on présente les différents éléments de notre modèle IRS. Voilà, donc ça c'est la voie, donc c'est modélisé par un élément barre. Et donc ça c'est le bridge deck, c'est-à-dire le tablier. Et ici donc on a les liaisons élastiques, non-linear elastic link, c'est-à-dire les ressorts ou bien des liaisons non linéaires avec des lois de comportement bilinéaires. Et puis ici donc c'est link simulating bearing, donc ça c'est dans le cas où on veut rajouter des appareils d'appui. Et puis donc ici en bas, donc ou bien on travaille avec des appuis fixes, ou bien on fait des appuis ressorts, c'est-à-dire pour avoir le comportement de la pile ou bien de la culée. D'accord. Et voilà, donc avec des appuis fixes, donc on a la plateforme, notre plateforme. D'accord. Voilà, donc ça c'est, si vous voulez, c'est le modèle final de notre modèle analyse IRS.
Donc ça, cette partie-là, donc c'est la partie sur plateforme. Et cette partie-là, donc c'est la partie sur ouvrage. D'accord? Et ici, si vous voulez, donc c'est la coupure entre la plateforme et l'ouvrage. D'accord? Voilà. Après, bon, c'est un travail qui peut se faire manuellement, de façon manuelle. Bien que sur Méda Civil, l'intérêt principal, c'est que tout ce travail-là, ce travail de modélisation qui puisse être un peu, on va dire, délicat et un peu, ça consomme un peu de temps. Donc, il est faisable avec ce qu'on appelle le Rail Track Analysis Model Result, c'est-à-dire c'est un utilitaire ou bien c'est un module qui va nous permettre de créer plusieurs modèles, notamment pour le modèle de disposition des charges verticales et le modèle d'analyse des charges de température uniforme, et aussi bien sûr pour les vérifications ici. Donc ça c'est le modèle et c'est ici au fait qu'on fait notre paramétrage selon les données qu'on a ici, qu'on vient de voir. Et bien sûr, à la fin, donc, quand on clique sur appliquer, on aura plusieurs modèles comme j'avais mentionné. Et puis on lance l'analyse et on peut obtenir des résultats dans les modèles comme on peut les obtenir sous format de rapport Excel. D'accord? Voilà, donc je vais parler rapidement de ce module. Donc ici dans la première fenêtre, donc c'est la fenêtre layout ou bien pour l'axe, donc on peut désigner ici le nombre de travées, donc ici. Si je dis par exemple 10,30, c'est-à-dire j'ai 10 travées de longueur de 30 mètres. Après ici, je peux faire des modifications, notamment pour le schéma statique des appuis. Je peux fixer ou bien libérer des directions selon ma conception de mon ouvrage. D'accord? Donc ici, j'ai des vérifications supplémentaires. Donc, je peux rajouter ou bien ne pas rajouter des appareils de joint et aussi pour les zones où j'ai une résistance longitudinale nulle. D'accord? Donc ici, je donne les données du rail, notamment pour le matériau et aussi pour le nombre de voies. Et puis, je donne aussi la longueur de la plateforme où est-ce que je veux voir l'effet de cette analyse. D'accord? Voilà. Après, j'ai le deuxième onglet, donc c'est l'onglet section. Donc c'est ici que je définis la section du tablier ainsi que la section du rail. Donc ici, par exemple, j'ai cette section. Après ici, je peux définir l'excentricité entre le rail et le tablier. Donc ici, par exemple, j'ai 75 cm dans cette capture-là. Et ici, donc, je peux définir la section du tablier comme j'avais dit. Par exemple, si j'avais une section relativement variable, donc ça ici, je peux cocher ici, je peux définir la variation. Comme pour ce cas ici dans la slide, j'ai une variation qui semble parabolique ou bien quadratique. D'accord? Et dans cette partie, je peux définir aussi la section du rail. Donc c'est ici, j'ai UC60. Donc je définis ici la section du rail. D'accord? Voilà. Après, pour les conditions aux limites, donc je fais entrer les données de résistance longitudinale du ballast ici. Et aussi des conditions d'assise. Donc ici, je le fais que ce soit un lit en ballast ou bien un lit en béton. Et aussi pour le type de conditions aux limites. Donc je le fais ici. Que ce soit des conditions, ou bien j'ai des conditions d'appui sous format de ressort ou bien d'appareil d'appui. Donc ça concerne principalement le tablier, comme on peut le voir ici sur ces captures ici. Donc ça c'est le spring type, c'est-à-dire le ressort. Il est connecté directement à la partie, si vous voulez, à la partie encastrée, donc à la partie fondation. Et ici, donc j'ai le build type, donc j'ai, si vous voulez, entre le tablier et la pile, donc j'ai un ressort ou bien une liaison
et je vais affecter des raiders qui simulent l'action ou bien qui simulent le comportement de l'appareil d'appui à cette liaison. D'accord. Voilà. Après, donc j'ai le chargement. Donc pour le chargement, j'ai principalement deux types de chargement. Donc j'ai des chargements de température uniforme. Donc ça peut être appliqué à la voie et aussi au tablier avec une variation que je définis bien sûr selon l'UIC. Et aussi j'ai des charges, bien j'ai voilà, donc pour les charges verticales de train, des convois, donc je peux bien sûr les paramétrer, les injecter ici sous format tableau selon le nombre de voies, si j'ai une seule voie ou bien deux voies. Et bien sûr avec les actions correspondantes, que ce soit une action d'accélération ou bien de freinage. D'accord? Voilà. Après, j'ai des données ici, donc en bas, j'ai les données des charges de trafic. Donc ici, je peux définir le nombre d'emplacements de convois à considérer. Si j'ai par exemple mon ouvrage qui fait à peu près, on va dire 100 mètres, donc j'ai une plateforme qui fait, on va dire 300 mètres. Donc je dois définir mon convoi avec plusieurs emplacements afin de voir tous les cas possibles, c'est-à-dire quand le convoi il est en dehors de l'ouvrage et son effet sur l'ouvrage, et qui est moitié à l'ouvrage, sur l'ouvrage pardon, et le reste sur la plateforme, et je vais revoir aussi son effet. Et quand l'ouvrage il est entièrement chargé par le convoi, et aussi il aura aussi une moitié sur la plateforme. Donc tout ça c'est des cas à considérer ici sur ce tableau-là. Donc je vais désigner un incrément ici, donc un incrément de distance, et cet incrément-là qui va me définir les positions, ou bien les emplacements du convoi à considérer. D'accord. Voilà. Après, donc c'est la phase, si vous voulez, la phase finale. Pour cette phase, donc ce que je vais faire, je vais désigner le type de l'analyse à effectuer. Donc on a principalement deux types de modèles de vérification des contraintes. Ça c'est pour les contraintes. Bon, avant ça, on parle ici de longueur d'élément. Donc généralement on prend l'unité, donc c'est 1 mètre. Et cela signifie donc la distance entre deux nœuds qui vont intersecter notre voie. D'accord? Donc ça c'est element length, c'est-à-dire on prend chaque 1 mètre, on prend un résultat. D'accord? Voilà. Et je reviens donc pour le modèle de vérification des contraintes. Donc j'ai deux types d'analyse. Donc c'est un modèle d'analyse séparée simplifiée. Donc Simplified Separate Analysis Model. Et aussi j'ai un deuxième qui est le Complete Analysis, ou analyse complète. Et la différence entre les deux, c'est que le premier, donc il effectue l'analyse de façon séparée. Et puis il fait la superposition des résultats afin d'avoir la somme des résultats finaux. C'est-à-dire il fait la superposition des contraintes. Et il fait la superposition des contraintes de façon séparée, bien sûr, hein, pour les résultats. Et pour cette deuxième analyse, donc ici, c'est une sorte d'analyse par phasage de construction. C'est-à-dire, il considère le cas non chargé et puis il effectue l'analyse. Après, il considère le cas chargé et aussi il effectue l'analyse. Et puis, pour les résultats, donc les résultats du cas non chargé seront l'entrée des résultats du cas chargé. D'accord. Donc c'est en quelque sorte pardon une analyse par phasage de construction. Donc pour notre cas, on va opter pour l'analyse simplifiée, donc qui donnera des résultats un peu plus défavorables. Et puis ça fera une meilleure démonstration de l'analyse. D'accord. Voilà. Après, pour le modèle de vérification des déplacements, donc ce qu'on a à vérifier, donc on vérifie le déplacement longitudinal relatif, donc sous effet de démarrage, freinage, seul. Donc,
Et aussi pour le déplacement longitudinal relatif sous effet de déchargement vertical. Et aussi le déplacement longitudinal relatif au niveau de l'appareil de joint, pardon. Ça, c'est dans le cas où on a introduit un appareil de joint. D'accord. Et ici, j'ai cette option, donc ça en dernier, c'est le Rail Break, Gap Size. Donc ça, c'est dans le cas où on fait des coupures au niveau des rails. Donc généralement, ce cas il n'est pas très envisagé parce que là, on travaille avec des LRS, des long drive soudés, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de coupure. Donc soit on travaille avec des appareils de joint ou bien on assure donc la continuité. D'accord. Voilà. Maintenant, je passe directement à l'application pour ne pas perdre beaucoup de temps. Et j'ouvre le logiciel Nida Civil. Voici donc l'interface du logiciel Nida Civil. Donc ça, c'est un nouveau fichier, un nouveau modèle. Et donc je rappelle que dans ce modèle, donc j'avais déjà apporté les propriétés des matériaux et des sections. Donc pour le tablier aussi bien que pour les règles. D'accord. Donc je passe directement à l'onglet Structure afin d'ouvrir le module de l'analyse de l'interaction rail structure. Et voilà, donc je le fais depuis cette icône là. Et voilà, donc ça c'est la fenêtre qu'on avait vue tout à l'heure. Donc on a plusieurs onglets comme vous pouvez le voir ici. Et dans chaque onglet, donc on a les paramètres dont on avait parlé tout à l'heure. Alors pour ces paramètres-là, donc moi je les avais déjà paramétrés et j'ai enregistré le fichier de paramétrage sous un fichier avec une extension WZD. Et ce que je vais faire maintenant, je vais juste importer ce fichier-là, je vais l'ouvrir et j'aurai mon paramétrage directement sans avoir besoin de réentrer les paramètres. D'accord. Donc je clique sur Open et voilà, je choisis donc mon fichier. Et là, vous remarquez que les informations et les données relatives à cette analyse pour le premier onglet donc sont introduites. D'accord. Voilà, donc si on parle par exemple un peu de ces paramètres-là, donc pour le matériau du tablier, donc j'ai un béton C45/55. Pour la plateforme, donc j'ai opté pour une longueur de 300 mètres. Et pour les informations des travées, donc j'ai opté pour deux travées de 40 mètres, donc j'essaie de simplifier un peu. Et pour les schémas d'appui, donc j'ai opté pour le type 3. Donc pour le matériau du rail, donc c'est le S355. Et donc j'ai opté pour deux tracks, bien deux voies. Donc pour la section, donc c'est une section en voussoir, et pour le ballast, donc c'est une épaisseur de 80 cm. Et pour la section du rail, donc c'est la section IC60. Voilà, donc pour les conditions aux limites. Alors pour le ballast, donc on a opté pour une voie ballastée avec cette loi de comportement. Donc pour le cas non chargé, donc on a une limite de résistance de 20 kN pour la vérification des contraintes et aussi pour la vérification des déplacements. Et pour le cas chargé, donc on a une limite de résistance de 60 kN. D'accord. Donc pour les conditions, donc on a opté pour un lit en ballast, comme je l'ai mentionné. Et aussi pour la connexion entre le tablier et la pile, donc c'est garanti par un appareil d'appui, donc c'est bearing type. Et donc on a opté pour une valeur on va dire de 1 puissance 6 kN par mètre. D'accord. Voilà, donc ici pour la section de la pile, donc je vais choisir cette section, donc section numéro 5 pile. Et donc en bas de la pile, donc c'est fixé, donc je choisis ici fixe. D'accord. Pour la hauteur, donc j'ai opté pour une hauteur aléatoire de 12 mètres. Et je passe au chargement. Donc pour le chargement, donc on a, comme vous pouvez le voir ici, pour le chargement vertical et pour le freinage et pour le démarrage. Donc ça c'est paramétrable dans le tableau.
Et pour la température, donc ici j'ai pour les variations uniformes de la température, donc pour le tablier, donc on a opté pour une variation de 35 degrés, donc c'est le maximum. Et pour les rails, donc pour les rails, ça doit être nul parce que ce qu'on préconise pour les, euh, les longs rails soudés, donc il n'y a pas vraiment une variation de température. Alors pour les charges verticales, donc on va opter pour un système UC 71, bien LEP 71, donc avec une charge verticale de 80 Nm. Et donc ça c'est le point de début, le point de fin, donc c'est donné par rapport à la longueur de l'ouvrage, c'est-à-dire on va commencer à partir donc je vais revenir ici, afin d'expliquer un peu comment faire. Donc voilà, on suppose que ceci est notre plateforme et ici donc commence notre ouvrage. Donc ça, à ce niveau-là, donc c'est l'abscisse 0. Donc ici c'est 300 et ici c'est 80. Donc en premier lieu, donc on aura un chargement qui arrive jusqu'ici à peu près. Donc ça c'est, je parle d'une seule voie, donc c'est juste pour vous expliquer comment ça se passe. Et puis avec l'incrément, donc ici on peut choisir autant de nombre d'endroits, bien d'emplacements dans notre chargement, avec un incrément qu'on définit au préalable. Donc ce chargement-là va se déplacer ou bien vers l'avant, ou bien vers l'arrière si vous voulez, ou bien vers la gauche, pardon, vers la droite, ou bien vers la gauche. D'accord. Donc c'est ici qu'on peut le voir. Donc il y a ce convoi, ou bien ce train se déplace donc vers la droite et ce train se déplace vers la gauche. D'accord. Voilà. Donc ici je peux garder donc cette disposition, donc ça commence du point 0 jusqu'au point 380. Et pour le freinage, donc ça doit être la même chose, donc du point 0 jusqu'au point 380. Pour le démarrage, donc c'est avec une valeur de 33 km/h. Et donc pour le point de démarrage, donc ça doit être l'abscisse 300. Et le point de fin, donc ça doit être le 330, donc c'est sur une longueur de 30 mètres. Donc ça c'est pour le démarrage. Et pour la charge verticale, donc ça sera la même chose. Et quand on utilise notre incrément, donc ça va se déplacer. Donc ça on va le voir sur les modèles tout à l'heure. Et on passe au dernier onglet. Donc pour la longueur de l'élément unitaire du rail, donc c'est 1 mètre. Et pour l'option de l'analyse, donc on va opter pour l'analyse simplifiée. Et pour les vérifications, donc ça sera les vérifications usuelles, notamment pour les déplacements qu'on peut trouver ici. Donc ça c'est pour les déplacements et ça c'est pour les contraintes. Donc je clique directement sur OK. Et là j'aurai en principe un fichier de modèle qui se crée, donc on peut le voir. Donc voici l'un des modèles qui se crée. Donc ça c'est le modèle qui donne la variation de la température au niveau du tablier. Donc ici on peut le voir, ici on est au niveau du tablier avec une variation de 35 degrés. D'accord. Alors d'autres fichiers qui s'affichent, voilà, donc on peut les trouver ici donc où est-ce qu'on a enregistré notre fichier NIDAS. Alors pour les emplacements des convois ici, on peut les trouver dans les rotation angles, dans les rotations. Donc on peut ouvrir fichier par fichier afin de visualiser les dispositions du convoi qu'on avait défini. D'accord. Voilà, donc ici dans les chargements, on peut voir donc train vertical load ici. Et donc ça, c'est l'une des dispositions qu'on avait définies. Donc pour la première voie, donc on a une application jusqu'à la moitié de la travée. Et pour l'autre voie, donc ça dépasse un peu le pont avec une longueur toujours de 40 mètres. D'accord.
Donc si on ouvre d'autres modèles, par exemple celui-là ou celui-là, donc on aura une autre disposition. On va voir dans le modèle quelle sera notre disposition. Voilà, donc ceci est une autre disposition. J'active l'affichage 3D et donc ici vous pouvez voir que pour cette disposition, donc c'est en dehors de l'ouvrage carrément, et pour cette voie, donc c'est dépassé avec une, on va dire une distance de 80 mètres, donc avec un incrément de 40 x 2. Et puis voilà, donc tout ça c'est des dispositions qu'on peut définir afin de voir l'effet de ces charges verticales sur l'interaction entre la voie et bien sûr la structure. D'accord? Voilà. Donc pour lancer l'analyse, donc on peut le faire séparément, c'est-à-dire dans chaque modèle on peut lancer l'analyse, ou bien on peut revenir au modèle qui a été créé en premier et bien sûr on peut lancer l'analyse pour tous les modèles et générer le rapport de vérification selon l'UIC. Donc ici je clique tout bêtement sur RaceTrack Analysis Report. Et ici, j'ai les vérifications UIC, notamment pour la contrainte de compression, pardon, la contrainte de traction, et aussi pour le déplacement relatif entre le tablier et le rail, et aussi pour le déplacement absolu du tablier, et aussi pour la dernière vérification, qui est le déplacement toléré entre le top, ou bien la partie supérieure du tablier, et aussi entre bien sûr la partie supérieure du tablier et la plateforme. Donc voilà. Je clique sur OK et là vous allez remarquer que l'analyse va démarrer pour tous les modèles, donc un par un, jusqu'à la fin de l'analyse pour tout le fichier. D'accord? Voilà. Donc à la fin de ces analyses-là, afin d'avancement de ces analyses, donc on aura notre rapport Excel qui contient bien sûr les vérifications dont on cherche. Voilà, donc le rapport donc, a été généré avec succès. Donc on peut le trouver ici dans notre fichier, le fichier qu'on avait créé les différents modèles. Donc voici notre rapport. Cependant, si on souhaite voir les résultats des contraintes dans le modèle, donc on vient ici dans notre modèle et dans l'onglet Results, donc on va choisir Stress ici et on peut opter pour le Beam Stress Diagram ici. Et ça, ce qu'on va voir, donc c'est l'effet de la variation uniforme de la température au niveau du tablier sur le rail. Donc on va choisir la section du rail, donc l'IC60 ici. Et donc on va voir donc, les contraintes de compression et de traction. Donc je vais changer l'unité ici en newton millimètre. Donc ici je peux voir qu'on est à peu près à une contrainte de traction de 15,82 MPa et une contrainte de compression de moins 19,52 MPa. Voilà, donc ça c'est pour les variations sur l'effet des variations uniformes qui sont dans le tablier et leur effet sur le rail. D'accord? Donc ça c'est juste un petit exemple. Donc si je veux voir le rapport, donc je vais l'ouvrir ici depuis ce fichier là et je vais le balayer afin de voir les résultats. D'accord? Voilà. Donc ça c'est comme on vient de le voir,
c'est les contraintes dans le rail qui sont dues à la variation de la température dans le tablier. Et voilà, donc ça c'est pour les autres graphes. Donc ça c'est la contrainte dans le rail qui est due au freinage et au démarrage. Donc on est à peu près à 22 MPa pour la traction et moins 17 pour la compression. Donc ça c'est le graphe donnant ces contraintes-là. Et donc ça c'est la contrainte qui est due aux charges verticales. Donc ça, Rail Action Stress due to Vertical Load. Donc on est à peu près à 26 mégapascales pour la traction et 15,61 mégapascales pour la compression. Et là, donc ça commence les vérifications par rapport à l'IC 774. Donc ici, c'est la combinaison. Donc ici, on peut lire donc stress in rail due to temperature, braking, traction and vertical effect. Donc ça, c'est pour la contrainte de traction et pour la contrainte de compression. Donc on est à une valeur de 58 pour la traction, donc c'est inférieur à 92, donc on est bon. Donc vous pouvez voir ici que le logiciel il nous fait la vérification et donc étape par étape. Et c'est le cas aussi pour le déplacement du tablier, voilà, qui est dû bien sûr au freinage et au démarrage. Donc on est à 1, à peu près 5 mm qui est inférieur à 5 mm. Et voilà, donc aussi pour les déformations relatives entre le rail et le tablier, donc on est à 2 mm, qui est toujours inférieur à 4 mm, donc c'est OK pour la vérification UC. Et voilà, donc les autres vérifications sont toujours présentes, donc ça c'est pour les vérifications, donc ça c'était pour le rail 1, et ça c'est pour le rail 2, puisqu'on a deux principes de bas. Et donc ça c'est pour la rotation qui est due au chargement vertical. Donc on est à 2,57 mm qui est toujours inférieur à 8 mm. Et donc c'est bon. D'accord. Voilà. Donc toutes les vérifications sont assurées ici. Et voilà, donc vous pouvez voir ici qu'on a effectué notre analyse assez rapidement et avec efficacité avec le logiciel Mila Civil. Donc si soit on veut avoir directement le résumé des résultats, ou bien on peut voir bien sûr dans les modèles. Donc ça c'est la façon de démonstration des résultats sous format de graphe, ou bien avec un récapitulatif des résultats et des vérifications. Donc ici sur les tableaux, donc on a les résultats détaillés pour chaque cas. Donc ça par exemple pour le cas de la contrainte dans le rail qui est due à la température, à la variation de la température dans le tablier. Et voilà, donc on a pratiquement tous les tableaux donc pour faire un rapport détaillé. Et ici, donc c'est le Result Summary Sheet, donc ça c'est le résumé. Voilà. Donc vous avez vu, donc c'est assez simple le fait d'effectuer une analyse avec le logiciel Mila Civil, donc en utilisant le module de Rail Track Analysis Model. Donc ça nous a épargné un long travail de modélisation, de création de voies de façon manuelle, ainsi que la création des conditions limites et des ressorts, on va dire non linéaires pour simuler le ballast, et aussi pour le tablier et la connexion entre le tablier et le rail. D'accord. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Et bien sûr, on va ouvrir la session pour les questions. D'accord. Merci à vous.